Bien. Bon, j'ai le grand plaisir de vous présenter Tamara Gail-Cernik. Tamara est une personne, je dirais, rare, pour des raisons que je vais vous mentionner tout de suite. Donc Tamara est américaine, a fait toutes ses études de nationalité française maintenant. Oui. Bon, félicitations, on avait dit qu'on arroserait, on n'a pas fait. Donc Tamara est originaire des États-Unis. Elle a fait ses études à Johns Hopkins, qui est une université réputée aux États-Unis, à Baltimore, où elle a fait un master et une thèse en fait en anthropologie. Mais en anthropologie, très axée sur quelque chose qui, je crois, est le fil de conducteur de la carrière, je dirais même peut-être de la vie de Tamara, c'est sur l'Afrique et sur les populations africaines et au fond sur l'anthropologie d'un certain nombre de comportements dont on va reparler très très rapidement. Mais ce que j'aime beaucoup dans le démarrage de sa carrière, hein, on en parlait juste avant que commence ma conférence, c'est elle a pris ce goût de l'Afrique jeune, en partant, comme l'ont fait beaucoup d'Américains, dans la suite de ce qu'avait lancé Kennedy. Hein, c'était Kennedy qui avait lancé les Peace Corps. Elle est partie en Afrique centrale, en République centrafricaine en particulier, et bon, elle avait déjà l'intuition, mais elle a pris le goût de l'Afrique, et c'est une personne qui connaît l'Afrique, qui aime l'Afrique, qui parle le langage local. Donc elle s'est immergée là de façon tout à fait exceptionnelle. Et au fond, toute sa formation, à partir de là, s'est développée sur ce contexte d'un intérêt pour l'histoire des populations africaines, en particulier dans la région centrale de l'Afrique, pour la vie, en particulier les coutumes ancestrales dans les villages, pour les aspects économiques aussi, en particulier les aspects nutritionnels. Au fond, elle a construit quelque chose qui aussi, moi ce que j'en ai toujours détecté, tu me corrigeras si je me trompe, c'est une espèce de passion pour la forêt. Même à Oxford, je pense que tu as fait un travail là-dessus, et je pense que tu as une fascination pour la forêt, et ça l'a amené dans ces forêts profondes africaines, et on en a déjà parlé avec l'émergence des maladies infectieuses, justement, l'intrusion humaine, à s'intéresser de plus en plus aux aspects de l'émergence infectieuse, et au fond à ce triangle entre l'homme, les microbes, virus éventuellement émergents, et le réservoir animal, et donc comment tout ça éventuellement affecte la vision par l'homme des animaux et éventuellement des maladies infectieuses. Elle a beaucoup travaillé sur les relations hommes et grands singes et la perception, en fait, l'anthropologie de la perception des grands singes par l'homme. Elle avait d'ailleurs participé à l'exposition à la Galerie de l'Évolution sur les grands singes. Je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques années. Donc Tamara, c'est ça, sa carrière et sa dynamique scientifique, et elle continue bien entendu à travailler là-dessus, en particulier en République centrafricaine, et elle va nous présenter un séminaire sur ce sujet. Ce que je voulais lui dire aussi, parce que bon, là aussi, comme beaucoup de collègues que j'invite pour des séminaires, je ne leur dis pas toujours en privé, mais bon, j'ai l'occasion de leur dire en public, c'est que Tamara est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Comme je le disais tout à l'heure, ça a été ma professeure d'anthropologie avec Frédéric Keck, qui est là souvent à ses leçons, avec des résultats dont tu as pu juger que ça restait quand même encore relativement superficiel, mais je ne désespère pas de progresser. Et on a travaillé ensemble depuis plusieurs années maintenant, puisqu'elle a rejoint l'Institut Pasteur en 2008, dans l'unité d'Arnaud Fontanet, et puis maintenant, depuis 2020, elle a sa propre unité de recherche d'anthropologie c'est anthropologie et environnement, en fait, le nom de l'unité. Donc elle a sa propre unité à l'Institut Pasteur, avec, je dirais, un contexte où, au fond, on réalise de plus en plus, et ça a été la raison de notre rencontre, sur le fait qu'on ne peut pas faire d'études cliniques, n'importe où d'ailleurs, en particulier en Afrique, sans avoir une dimension anthropologique, sans avoir une vision aiguë des comportements des individus, et c'est ce qu'on appelle de plus en plus l'épidémiologie qualitative, et donc on ne peut pas se passer de la dimension anthropologique et sociologique. Donc Tamara, elle est là, dans ce contexte-là. C'est important qu'on ait ce type de structure et de personnes à l'Institut Pasteur. Et donc, merci Tamara
nous faire ton séminaire. Bon, merci beaucoup Philippe. C'est vraiment un grand honneur d'être ici et surtout de suivre ce cours, le dernier cours de Philippe que j'ai trouvé vraiment brillant et élégant. Philippe, il m'a demandé de parler de deux questions complètement impossibles. Comment le microbe est-il compris en Afrique? Et une deuxième question, comment les maladies infectieuses sont-elles comprises en Afrique? Donc, je dis que c'est complètement impossible à répondre à cette question parce qu'il s'agit d'un continent vaste avec énormément de variabilité de langue, de culture, des rapports sociaux, économiques, politiques, pratiques, etc. Et au-delà de vous raconter des banalités, ce serait très difficile à raconter une analyse cohérente sur tout le continent. Donc aujourd'hui, je vais aborder peut-être une autre sorte de monde sans microbes. Je me focalise en fait sur un seul microbe, c'est le virus de l'hépatite B. Donc je ne vais pas parler de la forêt aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette question de l'hépatite B en Afrique de l'Ouest, que, surtout au Burkina Faso et au Sénégal, que j'ai abordé avec mes collègues Sokhna Boy, Abdoulaye Traoré et Armand Sanou. Pourquoi me focaliser sur une seule maladie quand on m'a posé une question si large? Bon, tout d'abord parce que je pourrais vous montrer la variabilité importante des savoirs, des compréhensions de la maladie. Et bon, j'admets que c'était par l'optique de ce virus et cette maladie comme elle est comprise en Afrique, ou pas comprise en Afrique de l'Ouest, que j'ai pu creuser avec un certain nombre de praticiens pour comprendre comment les gens tombent malades. J'espère que vous allez tolérer mon français aujourd'hui. Mais je pense que globalement, je pourrais vous montrer une grande variabilité de savoir, de compréhension de cette maladie et de tracer les conséquences de ces savoirs, de ces savoirs partiels pour l'accès aux soins en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que les questions que Philippe a posées, en fait, ils sont très importantes. Comment comprendre, pourquoi poser ces questions sur les compréhensions, les perceptions des microbes et les perceptions des maladies infectieuses? Tout d'abord parce qu'on peut comprendre comment une population réagit vis-à-vis d'une maladie infectieuse. On peut parfois reconnaître les facteurs méconnus ou les facteurs négligés contribuant aux maladies. Et de point de vue plutôt anthropologique, on peut s'ouvrir à une autre façon de comprendre le monde, la santé, la maladie, le bien-être. Et donc, ce que je vais faire pendant cette présentation, ce séminaire, c'est de tracer effectivement les conséquences d'une compréhension soit non existante ou partielle du virus de l'hépatite B et de tracer les rapports entre ces compréhensions et les politiques d'une santé globale qui reconnaissent effectivement l'importance de la vaccination en tant que prévention. Ça, c'est soutenu par le Gavi. Mais en même temps, il s'agit des politiques de santé globale qui ont effectivement négligé les générations de personnes qui n'ont pas bénéficié de ce programme ou ces programmes de vaccination. Et en outre, je voudrais tracer un travail effectué par certains détenteurs de savoir avec l'objectif d'élargir un accès aux soins pour l'hépatite B en Afrique. L'accès, vous verrez, aura plusieurs significations au-delà de ce qui est défini par l'OMS. Et ça peut impliquer une sorte de mobilisation d'une politique différente pour un accès plus juste et plus équitable
au diagnostic, au suivi et au traitement de l'hépatite B. Donc, afin d'aborder ces questions plutôt anthropologiques et santé publique, je dois revenir sur l'épidémiologie et l'histoire naturelle. Je vais faire très rapidement. Donc, vous voyez que l'hépatite virale, en fait, c'est une cause de mortalité très importante dans le monde. Le 8e cause de mortalité, avec 1,4 million de décès chaque année. Cela veut dire les infections aiguës, la cirrhose, le cancer du foie. Et donc, en Afrique, il y a au moins 200 000 morts chaque année causées par ce virus et son action dans le foie. Ici, vous voyez la prévalence de l'antigène HBS entre 1990 et 2013. Et en fait, vous voyez en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, il y a des taux de prévalence très élevés. Au Sénégal, le taux de prévalence est à peu près 11% et Burkina Faso 12%. Et on pense qu'il y a à peu près 60 millions de personnes vivant avec une hépatite B sur le continent. Si on superpose cette carte sur l'autre, vous verrez que là où il y a une prévalence élevée de l'antigène HBS, c'est un marqueur d'une infection de l'hépatite B. Il y a également les taux de cancer hépatocellulaire, cancer du foie, dans la même région. Et c'est un problème majeur de santé publique globalement et aussi en Afrique de l'Ouest. Et donc comment, bon, je ne sais pas quel est comment le background de tout le monde dans cette salle, mais juste pour expliquer, contrairement aux pays riches où la transmission de l'hépatite B est plutôt pendant l'adolescence ou chez des jeunes adultes par les rapports sexuels, par l'utilisation des aiguilles, en Afrique, la transmission, c'est plutôt pendant la période périnatale et surtout dans la petite enfance. Et vous verrez que 90%, ça arrive pendant la petite enfance, 10% à peu près, c'est la transmission entre mère et enfant. Et donc, cela veut dire que la transmission à l'âge d'adulte est vraiment mineure. Les efforts de répondre à ce problème de l'hépatite B sont plutôt la vaccination routine. Et cela a démarré plutôt en Afrique au début de ce siècle, quelque part avant, mais surtout à partir de 2000. Et la vaccination, la vaccination a réellement tout transformé. Mais comme on voit sur la carte de l'Afrique subsaharienne, ça s'est probablement surestimé parce que ce sont des données de l'OMS. Cette couverture doit être améliorée. Donc, j'ai fait mention du fait que la transmission en l'absence de vaccination se fait pendant la période périnatale et pendant la petite enfance. Donc, je voudrais juste vous expliquer un peu sur l'épidémiologie et pourquoi, parce que ça pose des bases pour pourquoi c'est une maladie très mal comprise en Afrique. Donc, si vous avez une population ici, on dirait qu'à peu près 90% de la population est en contact avec le virus pendant la période périnatale ou pendant la petite enfance. 80% de cette population va être guérie spontanément. Donc, ils se débarrassent du virus et c'est fini. 20%, ce sont des porteurs sains. Donc, ils peuvent passer peut-être toute la vie sans aucun symptôme, sans problème. Mais 20 à 30% de la population avec une infection chronique, avec un portage sain, peut-être une vingtaine, une trentaine d'années plus tard, peut-être encore plus tard,
peut développer une cirrhose, un cancer de foie. Donc, il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes au niveau épidémiologique, biologique. Cela veut dire qu'on ne peut pas savoir si une infection chronique sera spontanément guérie, restera inactive ou entraînera une maladie du foie sérieuse. Mais il y a également des incertitudes plutôt liées aux politiques de santé globale. Cela veut dire qu'avec une guérison élusive, on peut recevoir un traitement à vie avec des antiviraux. Et en fait, ce sont des mêmes antiviraux qui sont utilisés pour le VIH, le tenofovir en Afrique. Donc, ces antiviraux sont gratuits pour les personnes qui sont diagnostiquées avec le VIH. Mais si vous avez effectivement la malchance d'être diagnostiqué avec l'hépatite B, vous devez payer 4 à 7 euros par mois, plus un suivi très très coûteux. Donc les questions d'accès et de savoir sont importantes dans ce contexte. En 2015, l'OMS a publié des recommandations pour le traitement de l'hépatite B et avec les algorithmes pour les pays à ressources limitées. Mais dans tout ce rapport, il y avait très peu de discussions sur ce qui se passe entre le moment qu'une personne est diagnostiquée avec une hépatite B et ce qui arrive avec le suivi et le traitement. Cela veut dire, je vais appeler, je ne sais pas si c'est le bon français, donc vous me corrigez si c'est nécessaire, une liaison aux soins. On dit en anglais linkage to care, donc, mais je vais dire liaison aux soins. La liaison aux soins, c'est entre le moment que la personne est diagnostiquée avec ce virus et quand cette personne arrive à un suivi et potentiellement à un traitement. Donc, il y a peu de discussions sur cette liaison aux soins et l'OMS fait mention d'une approche de santé publique afin de promouvoir le plus grand accès possible aux soins. Mais à part cette mention, il n'y a aucun détail comment effectuer cet accès. Mais c'est une question clé en Afrique et c'est une question clé en Afrique de l'Ouest. Et pour l'OMS, au moins dans ce rapport, c'est presque oublié. Les pays n'ont besoin qu'une infrastructure. Selon l'OMS, bon, il faut créer une infrastructure, il faut peut-être faire une campagne de communication autour de cette maladie, et voilà, vous avez une liaison aux soins. Mais je pense qu'effectivement, il faut ouvrir cette notion d'accès pour mieux comprendre les significations et les défis en abordant les inégalités vis-à-vis de l'hépatite B en Afrique de l'Ouest et ailleurs aussi. Et pour le faire, en fait, je pense qu'il faut d'abord comprendre les savoirs sur ce virus et cette maladie de l'hépatite B, comment ils sont intriqués avec les politiques de santé globale autour de l'hépatite B et les conséquences pour les patients, ainsi que le travail effectué par certains détenteurs de savoir pour élargir ce champ d'accès. Donc, je vais revenir à la phrase de Philippe, un monde sans microbes. En fait, c'est une sorte de... Bon, il y a un manque de compréhension. L'hépatite B n'est pas une catégorie diagnostique, ni bon pour les populations laïques. J'ai fait des recherches au Sénégal avec Sorna Boy, au Burkina Faso avec Abdoulaye Traoré, en République centrafricaine avec Louis Bainilago, avec toute une équipe de Madagascar, et nulle part on a trouvé une catégorie diagnostique avec une liaison avec l'hépatite B. Donc, par exemple, au Sénégal, où Sorna Boy, elle a fait vraiment un magnifique travail, nous avons trouvé en 3 régions rurales, 71% n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B. 21% ont entendu parler, mais n'ont pas été capables de décrire la maladie. Et 8% ont entendu parler et ont pu décrire.
Ça, c'est dans un pays où il y a une vaccination routine dès, c'est quoi, 6 semaines contre l'hépatite B. C'est dans une vaccination avec d'autres vaccins. Et il y a en plus un programme une lutte contre les hépatites et surtout l'hépatite B. Donc, dans un pays où 71% et avec une prévalence élevée de 11%, les gens ils n'ont pas entendu parler. Au Burkina Faso, on a peut-être des données moins bonnes, mais 83% n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B. Pourquoi? Je pense que les raisons sont ce que je dirais biosociales. Cela veut dire qu'il faut tenir en compte l'histoire naturelle de ce virus. Donc, rappelez-vous la diapo que je vous ai montrée avec les différentes populations. Le 90% de la population exposée dès la petite enfance. Quand ces enfants sont exposés, il n'y a pas de... les symptômes peuvent être non spécifiques, peut-être juste l'enfant, ou peut-être non asymptomatiques. Je pense que ça, c'est le bon mot. Donc, la personne qui est exposée et qui est porteur chronique n'aura probablement aucun symptôme pendant 30, 40 ans. Donc, c'est biologiquement invisible pendant très longtemps. En même temps, et c'est là où on rentre peut-être dans la question posée par Philippe, comment est cette notion c'est comprise par les populations locales. Effectivement, c'est très, très difficile à expliquer ce que cela veut dire un virus ou un virus en tant que l'hépatite B parce que ça s'accorde mal avec les nosologies locales. Donc, par exemple, j'ai passé pas mal de temps avec certains guérisseurs locaux au Burkina Faso en leur demandant comment on tombe malade et j'ai essayé de creuser dans les nosologies locales afin de comprendre s'il y avait quelque chose avec une liaison avec l'hépatite B. Et eux, ils ont discuté le banakissé. Banakissé, c'est la graine de la maladie. Et la graine de la maladie, comment ça s'attrape? Donc, un enfant est né fragile avec les différents orifices, y compris la fontanelle. Et cette banakissé pourrait rentrer dans les différents orifices, les narines, la bouche, la fontanelle. C'est véhiculé par le sang, selon les guérisseurs, et ça se loge dans un organe, peut-être le cerveau, peut-être le ventre. Et dès ce moment, cette maladie montre des symptômes. Et ce sont des symptômes qui permettent le guérisseur d'expliquer, bon, votre enfant, il a telle maladie, donc il faut que je le traite comme tel. Donc c'est une approche au corps et aux maladies différente que, par exemple, la biomédecine. Je pense aussi que c'est un très grand défi pour le personnel médical au Burkina Faso et ailleurs. Pourquoi? Parce que surtout des personnels au niveau de la santé primaire, ils ont très peu d'expérience avec l'hépatite B. Aux autres niveaux du système de santé, je pense qu'il y a beaucoup plus de compréhension. Mais au niveau primaire, j'ai beaucoup d'infirmiers, infirmières, médecins qui me disent, bon, j'ai entendu parler de l'hépatite B, mais je ne connais absolument rien, j'aimerais bien avoir un peu plus de formation. En plus, le fait que ce virus s'accorde mal avec les nosologies locales, effectivement, il n'y a pas un mot, ni en dioula, ni dans les autres langues de la région, pour expliquer ce que cela veut dire l'hépatite B. Et donc, parfois, par exemple, pendant les campagnes de vaccination, une infirmière va dire, bon, je donne votre enfant le pentavalent qui comprend en fait le vaccin contre l'hépatite B.
Et elle va expliquer, en fait, ça protège l'enfant contre le soumaya ou le soumayaba. Le soumayaba, c'est une sorte de fièvre froide. Ça a effectivement une liaison et c'est parfois utilisé pour expliquer le paludisme. Donc, il y a toute une confusion chez des mères parce que l'enfant vient de recevoir un vaccin contre le soumayaba et pourtant, 2 semaines plus tard, l'enfant tombe malade avec ce qu'elle appelle une soumaya. Donc, le personnel, ce n'est pas leur faute, c'est juste une difficulté, bon, c'est pas juste une difficulté, c'est une difficulté de langage, de ne pas avoir une catégorie diagnostique locale avec laquelle on peut effectivement expliquer ce que cela veut dire, ni le virus, ni le vaccin. Donc c'est un grand défi. Par contre, il y a effectivement une reconnaissance des séquelles. Et ce que nous avons fait avec Muriel Vray, Yusuke Shimakawa à l'Institut Pasteur et Sorna Boy au Sénégal, on a dit, bon, dis donc, effectivement, il n'y a pas de catégorie diagnostique avec une liaison au Sénégal, avec une liaison avec hépatite B. Mais est-ce que les gens reconnaissent les séquelles? Et comment est-ce qu'ils expliquent? Donc, on a dans les mêmes régions, les gens, Sorna et nous avons étudié les participants, ce qu'on appelle laïcs, et on a demandé si elles comprenaient les séquelles, s'il y avait des catégories diagnostiques pour expliquer ce que cela veut dire. Effectivement, ils ont reconnu des symptômes et ils ont eu des explications. Par exemple, il y avait certaines catégories diagnostiques qui ont évoqué, qui ont expliqué à peu près les symptômes de jaunisse. Donc en wolof, on a dit pays, en sérère, c'était pakis. Parfois, les gens ils ont utilisé le terme en français fièvre jaune pour évoquer la couleur. Certaines ont répondu aux symptômes d'édème, pâleur, comme en expliquant que c'était le danayel ou le fakou. Ce qui était très intéressant, c'était en sérère, ils utilisent le mot fawagir, un homme enceinte. Et en fait, il y a cette devinette, quand un homme est enceinte, où va-t-il accoucher? Dans sa tombe. Bon, c'est grave et ça indique un peu le fait que c'est vraiment une maladie ou ces séquelles sont une maladie qui provoque une grande peur chez ces populations. En fait, il y avait d'autres explications aussi. Surtout, et on a trouvé beaucoup d'explications liées à la sorcellerie. Soit un empoisonnement par les aliments, soit un mauvais vent, soit les gens ils ont évoqué Satan. Et on dirait que la sorcellerie, c'était plutôt une action d'une personne qui manipule les aliments, l'environnement, le mal, afin de contrôler quelqu'un. Pas nécessairement de le tuer, mais de contrôler. Et donc, je vais vous lire un extrait d'entretien avec un participant à Niahar, où il a dit « On dira que la personne a consommé une nourriture malsaine, peut-être de la part de sa femme pour que l'homme ne prenne pas une deuxième femme. Si on donne à la personne ce genre de produit, parfois composé de poudre, elle ne le digérera pas jamais après l'avoir consommé. » Et donc la personne Sorna qui a dirigé cet entretien, elle a dit « Et si le médicament est digéré, l'homme n'épousera pas une deuxième femme? Et au cas où il n'est pas digéré, l'homme tombe malade ?» Et l'homme, il a répondu « Peut-être que si son coup réussit, l'homme ne prendra pas une deuxième femme. En mangeant, vous ne pouvez pas savoir parce qu'étant dissimulé dans le repas.
Mais il y a des gens qui peuvent le deviner en regardant les manifestations de la maladie. Donc, la sorcellerie, c'est toujours une question très difficile à discuter parce que c'est souvent exoticisé. Mais bon, et il y a des implications, on dirait, péjoratives. Mais pour moi, en tant qu'anthropologue et historienne, je vois comme un moyen d'expliquer les maladies. C'est parfois, ça peut être compatible avec les explications biomédicales. Et cela a des conséquences très importantes pour l'accès aux soins. Je vais expliquer. Donc, j'aborde les connaissances partielles, et il y en a plusieurs. Mais comment on développe une connaissance partielle? Je vais citer l'exemple de l'hépatite B au Burkina Faso. Parfois, et on a trouvé quand nous avons mené une étude là-bas, il y avait beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils étaient porteurs de ce marqueur de l'hépatite B, antigène HBs, par les dons de sang. Et ils étaient surtout asymptomatiques. Il y a eu certaines personnes qui ont trouvé qu'ils étaient infectés, qu'ils étaient porteurs de l'hépatite B après une enquête de très longue durée. Ils ont visité des structures de santé, des laboratoires de diagnostic, hôpital. Ils ont consulté des tradipraticiens, des guérisseurs locaux. Parfois, on a rencontré quelques personnes qui sont allées à la banque du sang en disant que je ne me sens pas très bien, il n'y a pas de diagnostic. S'il y a un problème dans le sang, je pense que la banque de sang va découvrir. Ces diagnostics sont extrêmement coûteux. Imaginez, les prix peuvent varier, mais à peu près 200 €. Et 200 € dans un des pays les plus pauvres du monde entier. Les évaluations hépatiques pour une vraie, ce qu'on a dit selon l'OMS et selon les pays du Nord, pour un vrai diagnostic sont complètement indisponibles pour certaines populations parce qu'ils se sont trouvés dans certains centres urbains. Donc, je vais juste vous montrer quelques récits parce que ma préoccupation, c'est comment les différentes populations réagissent vis-à-vis cette compréhension ou ces nouvelles que, oui, il y a ce virus hépatite B, la maladie hépatite B. Et donc, ces deux premiers récits sont... le premier, c'est très choquant. C'était un étudiant, je me souviens très très bien cet entretien où il a dit « Oui, l'annonce a été brutale ». Et de la manière qu'ils m'ont dit ça, pour moi, c'est comme je creusais ma tombe déjà. Deuxième personne, c'était un enseignant qui a vécu avec la connaissance de son portage chronique pendant très longtemps. Sa sœur aussi a été un porteur chronique. Et elle a dit, je ne sais pas si je peux infecter quelqu'un. Je ne pense pas que je pose un danger, mais la grande peur pour moi, c'est de contaminer quelqu'un. Et donc, je vais tracer un peu plus tard les conséquences de ces compréhensions, parce que c'est très important. Nous avons aussi fait des entretiens avec beaucoup de tradipraticiens. En fait, ça, c'est une tradipraticienne à Bangui, en République centrafricaine, qui m'a dit... Moi, je ne connais pas la différence entre les hépatites A, B, C, D, E, mais je sais comment les soigner. Et un autre praticien qui a dit, lui, il était en train d'expliquer la transmission. Un de nous peut avoir l'hépatite B, mais il ne sait pas, donc il peut s'asseoir, causer à côté et l'autre peut prendre. Quand tu parles, la salive qui sort contient des microbes qui circulent dans l'air. Donc, ce n'est pas pour dire si quelqu'un a raison ou a tort, mais juste pour illustrer. Il y a une grande variabilité, même avec ce petit virus, même avec une seule maladie, on peut voir une grande variabilité des connaissances. Et surtout, les conséquences potentielles et différentes compréhensions de la transmission sont illustrées ici. Donc, quelles conséquences?
Comment cette absence de connaissances et les savoirs partiels se manifestent-ils? Et surtout pour la question de l'accès aux soins. Et quelles interactions avec les politiques de santé globale autour de l'hépatite B? La notion d'accès aux soins chez l'OMS, en fait, ne tient pas tous ces savoirs divers, ni la répartition de ces savoirs, ni leur enchevêtrement avec les politiques de santé globale concernant les hépatites. Donc, deux récits ici montrent que l'absence de connaissances chez les populations laïques, par exemple, en fait, ce sont deux personnes qui, plus tard, ils étaient diagnostiqués avec une hépatite B, mais ça, je voudrais illustrer les conséquences de ne pas savoir qu'on a une hépatite B. Donc, la conséquence, c'est qu'on est diagnostiqué avec une autre maladie et on est traité pour une autre maladie. Donc, par exemple, dans le premier récit, Mariam, elle a parlé de ses symptômes. J'avais mal partout, j'étais très fatiguée, j'ai pensé que c'était un soumaya, encore. Et alors, je suis allée couper des feuilles de nimier que j'ai mélangées avec des feuilles de papayer et de goyavier. Je me lavais, au bout de 3-4 jours, ça allait. En fait, c'est plus tard qu'elle est tombée malade encore. Et l'autre, Karim, c'est un chauffeur à Ouagadougou. Il a dit, bon, mais je me sentais étrange comme c'était le palu. Moi, j'ai pensé que peut-être c'était mon boulot, que c'était la fatigue, parce que j'ai trop voyagé, j'ai fait tous les bilans, même pour le sida, mais il n'y avait rien. Donc, les conséquences de non-savoir, c'est un non-diagnostic en fait, de l'hépatite B, un autodiagnostic et une automédication, parfois avec les plantes, mais aussi j'ai rencontré des gens qui se sont gavés des antibiotiques, donc très dangereux, des vermifuges. Et c'est non-savoir, si je peux appeler non-savoir, c'est une sorte de triage. On voit un délai de diagnostic, de suivi et potentiellement de traitement. Et pour certaines personnes qui sont des porteurs de l'hépatite B, peut-être ce n'est pas grave parce qu'ils vont vivre toute la vie avec ce virus et rien de tout. Mais pour ceux qui ont une pathologie hépatique à un stade avancé, il y a des énormes difficultés de traiter ces personnes parce que c'est vraiment trop tard. Donc, pour les conséquences pour ceux avec un savoir partiel, une fois diagnostiqué, l'accès aux soins, cela veut dire, je vais définir ici comme la capacité d'obtenir le suivi, le soin, le traitement, si c'est nécessaire, est un problème très important en Afrique globalement subsaharienne. Dans une étude anthropologique que nous avons menée, 75% des patients, de personnes diagnostiquées avec une hépatite B, n'ont pas eu ce liaison aux soins ou cette linkage to care. Pourquoi? Tout d'abord, il y a très peu d'hépatologues, par exemple au Burkina Faso, ils sont concentrés dans les très grandes villes. Mais la plupart des professionnels de santé, comme je vous ai expliqué, ils ont dit bon, je connais très peu, j'aimerais apprendre. Et ce n'est pas étonnant que nous avons observé lors des annonces de diagnostic dans les banques de sang et ailleurs que le personnel de santé a annoncé aux patients vous êtes porteur de l'hépatite B, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous, allez voir un tradipraticien. Donc, oui. Le suivi est également très cher. J'ai cité, normalement, il faut faire le suivi 2 fois par an, 200 € pour un bilan complète. Ça, c'est impensable dans des pays les plus pauvres du monde. Et les laboratoires qui pourraient offrir, par exemple, une évaluation de charge virale, ne sont pas partout.
Ça se traduit par les difficultés pour les patients, avec les coûts élevés, le fait qu'ils ont entendu qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas de traitement, ils sont désespérés, découragés. Je voudrais signaler également pour certaines personnes, et comme vous avez dit, l'étude des séquelles au Sénégal, en fait, une grande partie de ces personnes qui ont été interviewées, ils ont pensé que là, c'est une maladie de la sorcellerie. Donc ça, c'est pas une question pour le médecin à l'hôpital. Ça, c'est un problème pour les tradipraticiens, les guérisseurs, ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, chez des personnes qui sont diagnostiquées avec une hépatite B, des difficultés de comprendre la nécessité de suivi sans traitement. Il y a, je pense, une idée assez répandue que, bon, si je suis malade, si j'ai une maladie, si j'ai un virus, une microbe dans le corps, il faut traiter. Ou les personnes qui sont les porteurs chroniques, qui vivent avec ce virus, ils disent bon, je ne me sens pas très malade, donc j'attends jusqu'au développement des symptômes pour faire des bilans de suivi. Et le problème, c'est que si vous attendez jusqu'à la maladie se présente, ça peut être réellement trop tard. Donc, des autres conséquences pour les patients avec des savoirs partiels et avec une grande incertitude concernant l'évolution de la maladie, c'est que ça ouvre effectivement des occasions pour imaginer la maladie, pour imaginer le passé, le futur, la transmission, les atteintes corporelles. Et je voudrais signaler ici, je vais rapidement lire, qu'il y a une influence très très forte du VIH sur les imaginaires des patients. Donc pour la première personne, le médecin nous a expliqué que ma maladie s'appelle hépatite B et que c'est dans le sang et ça se transmet par le contact du sang ou bien par les rapports sexuels. Ah là, j'étais abattue sur le coup, car c'est au sida que j'ai pensé et tout de suite à la mort. Puis je pensais à comment je vais dire à mon mari. Mais elle avait expliqué que ce n'était pas le sida, mais son explication n'était pas vraiment claire. Qu'est-ce qui est dans le sang, qui se transmet par le sang et les rapports sexuels, si ce n'est pas le sida? Une autre personne, quand j'ai reçu ça, c'était la femme, l'enseignante. Quand j'ai reçu le diagnostic de l'hépatite B, j'ai pensé de la souffrance, d'une vraie dégénération physique de mon corps. On m'a dit après que c'est comme le sida. Et un autre étudiant qui a dit l'hépatite B, c'est le grand frère du sida. Donc, quelles sont les conséquences de ces savoirs? Tout d'abord, je cite une sorte, pour certaines personnes, un isolement social. C'est souvent des jeunes gens qui découvrent et qui sont infectés avec ce virus parce qu'ils se sont présentés à la banque du sang, parce qu'il y a les recrutements aux universités, au lycée. Ils découvrent qu'ils sont infectés. Les personnels médicaux ont dit il n'y a pas de traitement, il n'y a rien pour vous, on peut rien faire. Et eux, ils disent bon, je ne vais pas me marier. Je ne voudrais pas avoir des enfants. Et l'enseignante que j'ai citée de 47 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas des enfants, et elle a décidé qu'elle resterait, au lieu de prendre le risque de contaminer quelqu'un d'autre, elle ne voudrait pas avoir des enfants. Il y a une forte stigmatisation et une sorte de vie d'isolement qui vraiment, ça brise le cœur quand on discute avec ces personnes. J'ai parlé avec, par exemple, les étudiants qui disent « Bon, je ne partage pas le gobelet, je vis toute seule, je ne veux pas contaminer quelqu'un d'autre. » C'est vraiment une vie très, très dépourvue.
Il y a également, et ça donne l'espoir, une mobilisation politique. Et une mobilisation politique en Afrique de l'Ouest, et surtout ce que je connais mieux, c'est au Burkina, mais ça existe aussi au Sénégal. Une mobilisation politique, par exemple, par des associations et des ONG, des patients, qui font une sorte d'éducation des gens pour mieux comprendre ce que cela veut dire, hépatite B, pour promouvoir un accès au diagnostic et au suivi moins cher, et de faire en général et surtout en collaboration avec des hépatologues, par exemple, une mobilisation politique afin de promouvoir une vraie action gouvernementale pour les hépatites virales au Burkina Faso et ailleurs. Et donc, en 2017, le gouvernement a élaboré un plan stratégique de la lutte contre les hépatites afin d'améliorer la prise en charge. La difficulté, c'est que je pense que l'espoir est là, mais en fait, cela n'a pas diminué les coûts, effectivement, au Burkina. Une autre conséquence des savoirs, soit non existants ou savoirs partiels, c'est une sorte de médecine alternative qui crée une clientèle parmi deux groupes. Ceux qui ne connaissent pas du tout l'hépatite B mais connaissent les séquelles autrement, ou ceux qui ont un savoir partiel. Et c'est largement un effort privé afin de toucher les bénéfices, effectivement. Mais ces efforts, effectivement, je pense, élargissent ce terrain d'accès aux soins. Comment ils le font? Bon, tout d'abord, comme je vous ai expliqué avant, il y a une référence par les personnels médicaux aux certains tradipraticiens. Il y a également une très grande offre de services et de remèdes en Afrique de l'Ouest. Ce sont des gens qui utilisent les laboratoires pour faire les diagnostics, par exemple pour un dépistage antigène HbS, pour faire l'imagerie du foie. Ils présentent les remèdes comme des capsules avec l'emballage très impressionnant. Et ils ont une très grande visibilité. En fait, c'est une visibilité plus grande, je dirais, bon, peut-être j'exagère, mais plus grande que l'offre biomédicale. C'est étonnant. Il y a la publicité sur Internet, il y a une distribution nationale, régionale, voire internationale. Il y a des salons. J'ai assisté à des salons avec des séminaires, ce sont comme des séminaires des scientifiques où le tradipraticien, il arrive, il présente, voilà, j'ai ce produit contre l'hépatite B et j'ai des preuves que ça peut guérir des gens. Internet, réseaux sociaux, vous pouvez aller sur YouTube et voir quelques films, quelques vidéos au Sénégal, en Wolof. Bon, quelles sont les conséquences de cette offre? Donc, c'est une création d'une très grande clientèle de tous les niveaux socio-économiques, avec une très grande confiance aux tradipraticiens. Par exemple, une grand-mère, elle a dit: on dit que la maladie n'est pas sortie de mon corps, seulement le médicament fait que je peux vivre normalement. Donc, elle prend un médicament d'un tradipraticien local. C'est ce que le phytothérapeute a dit. Donc, peut-être si j'arrête de prendre le médicament, je vais encore tomber malade. Alors, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que le docteur me le dise. Mais il a qu'au bout d'un certain temps, il y en a qui ont guéri complètement. Mais il faut bien suivre le traitement et pendant longtemps, ça dépend des gens. Et c'est la dernière phrase qui m'interpelle. Les corps des gens ne sont pas les mêmes. Il y en a dont le sang est plus fort que d'autres et ça dépend. En fait, c'est une ligne que Margaret Lock, que Philippe connaît très bien, aurait pu écrire. Margaret Lock, c'est une grande anthropologue qui a développer cette notion de biologie locale ou de biologie située.
Elle a dit le corps humain n'est pas une sorte de fait universel. En fait, à cause de la biologie, l'histoire, écologie, rapports politiques, économiques, sociaux, la maladie se manifeste différemment, le corps est différent dans des localités différentes. Et à Banfora, le sang est à la fois, bien sûr, un fluide biologique, mais aussi une substance qui relie les membres d'une lignée de parenté, un véhicule pour la saleté en infectant les gens, et potentiellement une référence à la forme d'une personne en utéro. Et on peut expliquer pourquoi cette référence au sang peut expliquer pourquoi certaines personnes sont malades et d'autres sont guéries parce qu'ils ont un sang différent. Ça peut expliquer les différences et les conséquences et les différentes conséquences d'une infection de l'hépatite B. Pour certaines personnes, c'est la seule option, cette médecine alternative, c'est la seule option pour un accès aux soins. Notre étude au Sénégal a montré que non seulement les séquelles sont très connues, mais les praticiens, comme j'ai dit, sont les seuls capables, selon la population, les seuls capables à traiter la maladie. Mais il y a d'autres conséquences. En fait, les gens supposent que ce sont des remèdes qui sont moins chers, et en fait, ce n'est pas le cas. Je me suis assise dans le salon d'une, je pense que c'était une directeur d'un lycée à l'extérieur de Ouagadougou. Et il m'a donné toutes les factures de ses dépenses à un tradipraticien. Et c'était des vitamines importées de la France à coût très, très élevé. J'ai fait les calculs et il a dépensé 1 600 € dans un an. Donc, ce n'est pas moins cher. Il y a également le problème de délai de suivi et de traitement de la maladie, ainsi que des problèmes médicaux et éthiques parce qu'il n'y a pas une évaluation clinique. Les patients n'ont aucune idée des ingrédients et certains tradipraticiens, ils font effectivement des expériences sans divulguer aux patients. Bon, je vais changer un peu et voir ce que ça donne. Donc, à la fois en tant qu'anthropologue, je suis absolument passionnée par les pratiques et les savoirs des guérisseurs. J'ai beaucoup travaillé avec eux. C'est une autre façon de comprendre le corps, la maladie. Et c'est possible qu'il y ait des traitements efficaces, mais cela nécessite des essais cliniques. J'ai presque terminé. Donc, nous sommes peut-être un peu trop éloignés des questions posées par Philippe, comment les populations en Afrique subsaharienne comprennent le microbe et la transmission des maladies infectieuses. Avec mes excuses, Philippe. Mais j'espère, ce que je voulais vous présenter, c'est de me focaliser sur un petit virus et une maladie afin de montrer une énorme variabilité de compréhension, ainsi que le sort de travail effectué par une absence de savoir ou des savoirs partiels pour effectivement avoir des conséquences sur les vies des gens et pour élargir le champ d'accès aux soins. Donc, nous avons vu il y a des difficultés d'accès envisagées par l'OMS à cause des coûts et des disponibilités. Et ça entraîne des fortes inégalités pour cet accès. Il y a des conséquences sociales, il y a une mobilisation politique, il y a une création d'un accès, on dirait, alternatif, mais on ne connaît pas réellement les conséquences de cet accès alternatif. Donc, je pense que malgré le fait qu'il ne faut pas peut-être rester sur ces questions santé globale, je pense que je ne peux pas tout expliquer sans dire ce que je pense qu'on devrait faire.
Je pense qu'il y a des actions nécessaires pour la santé globale dans les pays à faibles ressources. Il y a certainement la nécessité de développer une infrastructure pour le diagnostic et le suivi beaucoup plus répandue et une formation importante de personnel médical à tous les niveaux. Non seulement la création ou la formation des hépatologues, mais aussi des infirmiers, des infirmières qui reçoivent des personnes dans les structures de la santé, les petites postes de santé. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est la gratuité de diagnostic, de suivi et de traitement. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une grande injustice. Si on est diagnostiqué avec le VIH, on a cet accès, en principe au moins. Mais pour une hépatite B, ce n'est pas possible. Je pense aussi, très concrètement, il y aurait peut-être une souplesse nécessaire concernant les lignes directives de l'OMS concernant le suivi et le traitement. Mais on peut en parler plus tard, si vous voulez. Mais juste pour terminer, je voudrais juste remercier encore Philippe Sansonetti pour cette occasion, pour cette opportunité de discuter avec vous. Et je voudrais dire aussi, c'était un très grand honneur de travailler avec Philippe pendant les dernières années. Nous avons travaillé ensemble sur le projet Afribiota, Turcadia. Comme vous savez, c'est une scientifique remarquable avec une très grande carrière et j'espère que Philippe, ce n'est pas le dernier mot aujourd'hui. Mais aussi, je pense que ce qui m'a impressionné depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était aussi sa grande préoccupation de la santé, des bien-être des populations en général, son investissement en Afrique centrale, au Madagascar, un peu partout. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est la grande curiosité que Philippe a. Excusez-moi parce que je ne suis pas née ici, donc mon français n'est pas très, très élégant, mais j'espère que tu comprends bien que cette curiosité qui, je pense que ça inspire toutes les questions et cela m'a inspirée aussi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tamara. Merci pour les mots personnels aussi. C'était inattendu. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions en particulier sur la présentation de Tamara, parce que ça soulève des problèmes de santé publique majeurs. Je voulais juste te demander, au-delà effectivement de la diversité des pathologies et de la difficulté de tout couvrir, est-ce que tu peux quand même nous dire un mot sur, par exemple, la perception de la contagion? Est-ce que quand on parle d'hépatite B, quelle est la perception des populations? Est-ce qu'ils savent que c'est un virus, que c'est un machin qui se transmet? Est-ce qu'ils comprennent? Ou est-ce qu'ils comprendront sûrement, mais si on ne leur a pas expliqué, ils ne comprendront pas. Qu'est-ce qui traditionnellement se véhicule par rapport à l'hépatite B dans la compréhension de la maladie, de sa transmission? Oui, donc en fait, quand j'ai commencé à préparer mes diapos, j'avais une présentation complètement différente pour cibler comment les gens comprennent les microbes. Et en fait, là où j'ai travaillé, soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, c'est vrai qu'au premier abord, presque n'importe quel ulcère de Buroli, la diarrhée, le paludisme, on demande, quelle est la cause? Et au premier abord, c'est le microbe. Donc, il y a... mais en même temps, quand vous creusez davantage, en fait, oui, mais c'était lié au vent ou l'enfant a mangé trop de mangue ou peut-être, ça dépend de la maladie, ça peut être les effets de la sorcellerie. Donc, il y a potentiellement un contact physique avec des odeurs, des selles, des urines, et encore une fois, ça dépend de la maladie. Peut-être on piétine dans les urines, par exemple,
d'une gorille ou un autre animal et on peut tomber malade. Mais la difficulté, c'est, quand vous creusez, les microbes sont là au premier abord, mais quand vous creusez, il y a d'autres raisons que les personnes tombent malades. C'est difficile, encore une fois, de généraliser, mais voilà.